Les véhicules chenillés peuvent circuler là où il n'y a pas de chemin. Les cours d'eau barrent souvent les chemins et constituent alors des obstacles difficilement surmontables pour les véhicules qui ne sont pas amphibies. Les cours d'eau en Allemagne, tous les 12 km en moyenne, un petit cours d'eau. Tous les 45 km, un cours d'eau pouvant atteindre 100 mètres de large. Tous les 140 km, un cours d'eau de plus de 100 mètres de large. Dans le cadre d'une manœuvre de combat, cette unité est maintenant à proximité de l'endroit où elle se préparera à franchir le cours d'eau. Leurs caractéristiques amphibies permettent aux chars de traverser de nombreux cours d'eau. Le franchissement peut prendre trois formes. Le guéage consiste à franchir sans préparation technique un cours d'eau de moins de 1,20 m de profondeur. Les chars demeurent prêts à remplir leurs missions respectives, combattre, dépanner et effectuer des travaux. Le guéage profond consiste à franchir un cours d'eau de moins de 2,25 m de profondeur avec l'utilisation de l'équipement de guéage à bord. Le char de combat et le char de dépannage 2 ne sont alors plus prêts au combat ni au dépannage, et le char de génie ne pourra fonctionner qu'avec la pelle tractée, semi-automatique. Le franchissement en immersion permet de franchir un cours d'eau pouvant atteindre 4 mètres de profondeur, avec l'utilisation de l'équipement amphibie auxiliaire. Les différents chars ne sont alors ni prêts au combat, ni prêts au dépannage, ni prêts à effectuer des travaux du génie. Le franchissement du cours d'eau doit tenir compte de trois facteurs. L'équipage et la mission du char, le char lui-même et ses caractéristiques techniques, les caractéristiques du cours d'eau. Chacun de ces facteurs entraîne des conditions particulières. Comment les équipages de chars de combat sont-ils formés au franchissement de cours d'eau? Tout d'abord par des exercices de natation et de plongée avec gilet de sauvetage et appareil de respiration. Avant l'utilisation, l'appareil de respiration est désinfecté et rincé. Son maniement, desserrer les plombs et ôter l'anneau de retenue. Ôter le couvercle protecteur et actionner le Quick Starter. Respirer par la bouche, ce qui a pour effet de remplir le sac lorsqu'on expire. Bloquer le nez à l'aide du pince-nez. Mettre les lunettes protectrices. Fixer le sac à l'aide des bretelles. Il faut mettre à la fois l'appareil de respiration et le gilet de sauvetage. Chacun doit pouvoir faire la planche et la brasse pendant environ 5 minutes. Le soldat doit apprendre à respirer sous l'eau et à se déplacer dans l'eau, et pouvoir se servir de la poussée ascensionnelle qu'offre l'appareil. Il suffit de l'avoir pratiqué un certain nombre de fois pour pouvoir réagir comme il faut dans une situation critique. Même les non-nageurs reçoivent une formation d'accoutumance à l'eau, et nombreux sont ceux qui sont devenus de bons nageurs. Le gilet de sauvetage et l'appareil de respiration leur sont d'une aide précieuse. Tout d'abord, la formation porte sur la façon de rendre le char de combat étanche, avant le guéage ou le franchissement en immersion. Prenons par exemple le char de combat Léopard. Les opérations à effectuer en vue de rendre le char étanche sont indiquées dans le carnet d'entretien. Voyons tout d'abord par quelle ouverture l'eau peut rentrer dans le char. Les ouvertures pour le carburant, le réfrigérant, l'huile à moteur et l'huile à engrenage, les freins, le filtre à air et le filtre à disque. Les ouvertures d'entrée et de sortie de l'équipage, la bouche du canon. Les protecteurs des mitrailleuses de tourelle et de la lunette de visée, le télémètre, les points d'attache du goniomètre à miroir du commandant,
du chargeur, du tireur et du pilote. La trappe de chargement des munitions et la couronne de tourelle. Deux couvercles de maintenance pour les freins. Un couvercle de maintenance pour l'aération du groupe motopropulseur. La soupape du fond pour le poste de combat. La sortie de secours. La soupape du fond pour le groupe motopropulseur. La trappe de maintenance pour le carburant et le liquide de refroidissement. Et sur les deux côtés, une trappe de maintenance pour le système des freins. Lorsque toutes ces ouvertures sont fermées, le char de combat est-il étanche? Non. Le char de combat Léopard 1 a un total de 17 ouvertures, soupapes et trappes pour l'entrée et la sortie de l'air frais, de l'air de combustion et des gaz d'échappement. De ce nombre, 15 sont fermés lorsqu'on actionne le système d'hydraulique de plongée. Deux trappes pour l'aspiration de l'air de combustion à partir du poste de combat sont ouvertes hydrauliquement. Examinons de nouveau les points les plus importants. Pour que ces trappes de maintenance soient véritablement étanches, il faut nettoyer et contrôler rigoureusement les joints. Il faut faire particulièrement attention aux filtres à air de combustion, car si le moteur aspirait de l'eau par le revêtement ou par les trappes des filtres à air de combustion, il y aurait irruption d'eau, chose à éviter à tout prix. Des dommages graves peuvent être causés au moteur. Lorsqu'on actionne le dispositif hydraulique de plongée, les trappes des filtres à air de combustion se ferment à l'extérieur, tandis que s'ouvrent les deux trappes des filtres à air de combustion dans le poste de combat. Modèle du dispositif hydraulique de plongée, la soupape de sûreté est fermée et la pression de régime est établie par pompage. À plus de 60 bars, une soupape de surpression s'ouvre. Si la pression est inférieure à 45 bars, il faut recommencer à pomper. Faire attention lorsqu'on pompe. Si on touche le volant à main, on peut ouvrir légèrement la soupape de sûreté. Il s'ensuit une chute immédiate de la pression. Ouvrir les soupapes du fond! Vérification des soupapes du fond. Elles sont actionnées à partir du poste de combat, nettoyées de l'extérieur. Fermez les soupapes du Et on fond! s'assure qu'elles sont bien ajustées. Fermeture de la trappe de chargement des munitions et verrouillage. Calfatage des pots fumigènes et du canon avec la calotte de caoutchouc prévue à cet effet. Pivotage du canon sur 11 heures. Arrêt du système de stabilisation de l'armement ainsi que du système hydraulique de pointage de la tourelle. Amarrage de la tourelle. Gonflement du joint d'étanchéité de la couronne de tourelle et démontage de la grille de protection pour pouvoir passer librement au besoin. Après avoir terminé le pompage du joint d'étanchéité de la couronne de tourelle, on immobilise le levier. Bouchon de fermeture des protecteurs des mitrailleuses de tourelle et de la lunette de visée. Fermer les trappes du dispositif de mesure de distance. Enfiler la calotte de plongée sur le système de vision panoramique. Souvent, pour assurer une étanchéité véritable, on serre trop les fermetures. Pour faire obstacle à la pression d'eau, il suffit de fermer doucement le couvercle de la trappe. Il ne faut pas oublier le verrouillage de combat du couvercle de la trappe du pilote. Une fois toutes ces opérations exécutées avec soin, le char de combat est étanche. L'équipement à bord qui permet le gage profond comprend les puits d'air, les arrêts de sûreté des câbles, les amarres, la calotte de plongée du canon de bord, le périscope panoramique, les pots fumigènes, les gilets de sauvetage et l'appareil de respiration pour le pilote. Le puits d'air empêche l'eau de rentrer par le haut. L'équipement supplémentaire en vue du gage profond comprend les puits d'arriage en 3 pièces, une clé dynamométrique, un câble de raccord de 5,5 mètres pour l'équipement de radiophonie et 2 appareils de respiration, dont un pour le chargeur et l'autre pour le pointeur. Le puits d'air sert à amener de l'air de combustion pour le moteur et de l'air de respiration pour l'équipage. Il est fixé rigidement à la trappe du commandant. Les vis des crampons de serrage ne doivent être serrés qu'avec la clé dynamométrique. La corde remorque est prête au franchissement, ainsi que les lance-amarres dont se servira le commandant. Sur le plan technique, le char de combat est prêt au franchissement en immersion. Inondation dans le char. Abandonnez Qu'en le est-il char. de l'équipage? Sur terre ferme, il fait des exercices en vue de trouver, avec un bandeau sur les yeux, la sortie.
Toutes les conditions sont maintenant remplies pour que les soldats puissent s'exercer au guéage profond et au franchissement en immersion. Le guéage profond et le franchissement en immersion doivent être pratiqués dans des cours d'eau naturels ou artificiels. Ce n'est que dans l'eau que l'on saura si le char est étanche. Il y a de l'eau qui rentre par le goniomètre à miroir. Dans un tel cas, il faut sortir de l'eau aussi vite que possible. Le franchissement en immersion se pratique dans des bassins. Le pilote n'est pas sûr de lui. Le commandant doit, à plusieurs reprises, lui indiquer la direction par radiotéléphone. Par ailleurs, il conduit trop lentement. Plus vite! Le char ne doit toutefois pas aller trop vite. 1800 tours minute, c'est trop. Le franchissement en immersion exige réflexion et prudence. Ce char de combat procède de façon réglementaire. Le nombre de tours minute est de 1200. Si la pression du dispositif hydraulique de plongée tombe, il faut tout de suite recommencer à pomper. Dans le bassin, l'équipage ne court aucun risque, même en cas d'urgence. Il y a de l'eau qui rentre. Le dispositif de sécurité du bassin d'exercice permet de vider celui-ci en quelques secondes. Personne n'est en danger. Mais le renflouage et le sauvetage doivent être pratiqués pour le cas où, dans les cours d'eau naturels. Un char a subi des dommages lors du franchissement du cours d'eau. Il y a toujours un bateau de dépannage et un bateau de sauvetage en aval qui sont prêts. Dans la plupart des cas, on a recours à la méthode de dépannage principale. Protégé par un char de dépannage, un char de secours va vers le véhicule en panne. L'équipage du bateau de dépannage a pour mission d'établir la liaison entre les deux chars de combat. À l'aide des lances-amarres, les corps de remorque sont amenés à bord du bateau de dépannage et réunis par un maillon plat. S'il n'y a pas de maillon plat, on peut aussi se servir d'un crochet d'attelage en forme de T. Dès que le char en panne et le char de secours sont réunis par la corde de remorque, ils sont remorqués hors de l'eau par le char de dépannage. Il y a de l'eau qui rentre. L'équipage doit quitter le char de combat aussi vite que possible. Le bateau de sauvetage s'approche. Les membres de l'équipage ont raison de ne mettre leur gilet de sauvetage qu'une fois sortis du puits d'air. Sinon, ils seraient coincés. La reconnaissance du cours d'eau se fait déjà en temps de paix pour assurer la sécurité des hommes et du matériel. Le dispositif de reconnaissance est muni d'un indicateur de niveau. Cette jauge permet de déterminer avec précision la profondeur de l'eau, mais elle ne donne pas d'indication sur la nature du fond. Il faut également déterminer si la berge permet au char d'entrer et de sortir de l'eau et déterminer la largeur du cours d'eau ainsi que la vitesse du courant qui ne doit pas être supérieure à 2 mètres par seconde.
Les résultats de cette opération de reconnaissance du fond sont complétés par les résultats obtenus avec le char de reconnaissance. Sur le char de reconnaissance, le câble de halage de la cheville de couplage est attaché au support du projecteur de visée. Le canon est dirigé vers 11 heures. La corde de sauvetage retenue par le boulon de couplage relie le char de reconnaissance au char de sauvetage. Ce dernier peut donc, au besoin, remorquer le char de reconnaissance hors de l'eau. Seul le char de reconnaissance peut permettre de savoir avec certitude si un cours d'eau se prête au guéage profond ou au franchissement en immersion. Les membres de l'équipage du char de reconnaissance doivent avoir obtenu leur certificat de nage libre. L'endroit prévu pour le franchissement est franchi 3 fois, avec chaque fois un décalage équivalent à la largeur d'un char. Ainsi, le fond aurait fait l'objet d'une reconnaissance sur une largeur de 15 mètres. La reconnaissance est terminée, le char de reconnaissance a atteint l'autre rive. En faisant baisser le canon, on fait remonter le boulon de couplage. La corde de sauvetage sort de son attache et le char de reconnaissance n'est plus lié au char de sauvetage. Après reconnaissance, le lieu de franchissement est marqué. Profondeur de l'eau, vitesse du courant, largeur et nature du fond. Au lieu de passage du bataillon de chars blindés, on prépare en général 2 endroits de franchissement et, si possible, des endroits de franchissement supplémentaires. Préparez le franchissement. Une fois la reconnaissance terminée, on fait franchir le cours d'eau par une unité de chars blindés. Les chars de combat sont préparés dans un endroit proche du cours d'eau. Les tâches de chaque membre de l'équipage sont établies avec précision. Le puits d'air est préparé sur le terrain à proximité du cours d'eau et transporté à l'arrière du char à l'horizontale. Préparatifs pour le franchissement en immersion terminés. Très bien. Nous partons dans 30 minutes. Les chars de combat roulent vers le dernier abri avant le franchissement. Ils sont encore prêts au combat. Le char de sauvetage 2 est prêt au sauvetage et le char du génie est prêt aux travaux de génie. Dans le dernier abri et sur l'ordre, prêts pour le franchissement en immersion, les membres de l'équipage effectuent chacun leur tâche. La tourelle doit être dirigée sur 11 heures. Ce n'est qu'avec la tourelle dans cette position que le pilote peut, en cas d'urgence, se rendre vers le puits d'air en passant par le poste de combat. Dès que le premier char est appelé, le suivant s'approche du point de départ, ainsi que les autres. État du dispositif hydraulique de plongée, garniture de la couronne de tourelle. Dispositif de plongée, 50 bars. Garniture de la couronne de tourelle, 2,0 bars. Le commandant de l'exercice est relié par radiocircuit avec tous les postes. Les bateaux de dépannage et de sauvetage sont en aval et prêts à intervenir. Rapprochez le bateau de dépannage. Alpha 2, en avant, marche. Les chars de combat perdent jusqu'à 60% de leur poids dans l'eau et peuvent être emportés par le courant s'ils vont trop vite. Dès que les chars ont franchi le cours d'eau, on rétablit les dispositions de combat.
Pour que d'autres chars puissent franchir le cours d'eau, il faut ramener à l'autre rive le puits d'air, les appareils de respiration, les câbles de raccord des radiotéléphones 5 mètres, et la clé dynamométrique. Les équipages bien entraînés maîtrisent vite les préparatifs en vue du guéage profond ou du franchissement en immersion, ainsi que le rétablissement en très peu de temps des dispositions de combat. Le temps peut être un facteur déterminant. Fini. Ôtez les puits d'air. Les chars sont de nouveau prêts au combat et peuvent continuer leur mission. Les cours d'eau ne présentent pas d'obstacle aux chars de combat Léopard, aux chars de dépannage 2 et aux chars du génie, tant qu'ils ne dépassent pas une certaine profondeur. Le guéage profond et le franchissement en immersion, une opération toute simple.